Qui sont les acteurs du développement urbain? Qui sont les acteurs de la ville? Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre qui sont les acteurs, qui sont finalement les gens qui participent de près ou de loin à la planification, à la gestion, à l'usage, au sens très large, de la ville. On va commencer par des acteurs publics ou privés. Alors on pourrait séparer clairement les acteurs entre les acteurs publics et les acteurs privés. Globalement, les acteurs publics, c'est l'État, c'est les collectivités locales, c'est tout ce qui est du domaine de l'État et de la responsabilité publique. Et ensuite, on a des acteurs privés, c'est vous et moi comme citoyens qui sont propriétaires ou non, mais on pourrait dire, voilà, c'est les deux grands types d'acteurs. Alors pour chaque type d'acteur, chaque catégorie, sous-catégorie, on peut se poser la question, qui est légitime, qui doit gérer? On a souvent l'impression que c'est l'État qui doit gérer. Je pense qu'il faut encore faire un grand travail pour voir que chaque citoyen, il a aussi ses responsabilités, il peut aussi faire des choses, et c'est pas que l'État qui doit faire l'ensemble de la gestion urbaine et promouvoir l'ensemble des usages, mais le citoyen a une grande marge de manœuvre. Et dans les villes qui fonctionnent bien, c'est les villes où les citoyens ont aussi commencé à opérer un certain nombre de choses et ont compris que l'État tout seul ne pouvait pas, et que c'était même pas une bonne idée qu'il le fasse, parce qu'il y avait besoin d'un engagement citoyen pour faire un certain nombre de choses. De l'autre côté, des villes où il y a beaucoup d'engagement citoyen, et là c'est l'État qui essaie de se raccrocher et de reprendre un certain nombre de choses qui sortaient de sa gestion. Alors tout ce qui est du secteur informel en Afrique, c'est un peu ce qui se déroule si je prends la définition stricte du secteur informel qui finalement ne dépend pas de la régulation de l'État. Eh bien, chaque fois qu'on veut reformaliser de l'informel, c'est finalement l'acteur public qui cherche à museler ou qui cherche à reprendre à l'acteur privé un certain nombre de prérogatives. On pose les choses à plat, on ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien, on questionne juste et on montre effectivement qu'on a ces deux catégories, public-privé. On a les chefs coutumiers, alors on a les chefs coutumiers, ou les coutumiers en général, c'est des groupes qui sont à la fois coutumiers, à la fois citoyens, donc il y a un petit peu de schizophrénie là derrière, puisque je suis, ou quand je suis représentant de l'État, je suis aussi citoyen. Le coutumier est aussi un citoyen, entre guillemets, conventionnel, mais on a très souvent, dans les grandes capitales, mais aussi dans les petites villes subsahariennes, très souvent des coutumiers, donc des premiers habitants finalement des lieux, et qui revendiquent le droit, ou disons la propriété coutumière du sol. Ça pose toute une série de questions, c'est quelque chose de très spécifique aux villes africaines qu'on n'a pas du tout sous d'autres latitudes, par exemple, puisque finalement le sol appartient depuis très longtemps à des privés qui l'ont vendu, revendu, et la revendication d'un droit du sol parce qu'on y est né ou que son ancêtre y est né est quelque chose de tout à fait spécifique aux villes africaines. Je ne peux pas, moi, aller revendiquer à l'endroit où est né mon grand-père en Suisse d'avoir un bout de terre, ou disons que toute cette terre m'appartient. Et donc, là aussi, on pose les choses à plat. Il y a un attachement et un lien à la terre qui est un petit peu différent de ce qu'on pourrait trouver sous d'autres latitudes. C'est un acteur important. C'est un acteur privé, même s'il se regroupe en communauté, mais le coutumier est un acteur extrêmement important dans la fabrique de la ville. Centralisé, décentralisé, déconcentré. On pourrait aussi définir les acteurs entre les acteurs qui sont centralisés, décentralisés ou déconcentrés. Ça, on est sur la partie publique dont on parlait tout à l'heure. C'est l'État. Est-ce que finalement, l'acteur principal ou l'acteur légitime, parce que c'est ce qui nous intéresse ici, est l'acteur centralisé, comme on l'a dans la plupart des pays, ou alors l'acteur décentralisé, et c'est la collectivité locale qui pourrait commencer à prendre le dessus, ou alors déconcentré, c'est que finalement les services de l'État centralisé ont un représentant dans chaque ville ou chaque région ou chaque département
Et donc, on n'a pas une décentralisation, on n'a pas un pouvoir qui se transmet à la collectivité locale, mais on a une gestion qui se déconcentre sur l'ensemble du territoire, mais qui est une gestion centralisée. Voilà. Alors, dans l'histoire, vous avez des grands pays qui ont été très centralisés, des petits pays très décentralisés. Là aussi, la question de l'efficacité de la centralisation ou de la décentralisation reste pour l'instant à prouver. On ne sait pas si une décentralisation mène à des résultats plus probants. Il faudrait se donner un certain nombre d'indicateurs qui permettraient comme ça de comprendre ce qu'on est en train de faire et en quoi cette décentralisation amènerait quelque chose. Si je prends finalement, si je fais la transposition avec l'informatique, c'est au moment où on a inventé le micro-ordinateur, plutôt que de la centralisation des gros serveurs, on a fait une multitude de petits micro-ordinateurs, que l'économie a véritablement jailli de ce domaine de l'informatique. Donc la décentralisation en termes numériques a été un plus pour l'économie globale, puisque ça a créé de la richesse. Bon. Est-ce que, en termes urbains, on est sur ces mêmes scénarios? Sans doute que oui. On se rend compte, en effet, qu'on crée beaucoup plus de richesse dans des systèmes décentralisés. Donc, on pourrait imaginer que la collectivité locale pourrait avoir, dans les prochaines années, un rôle toujours plus grand, puisque c'est extrêmement important de faire gérer le sol par, finalement, ou disons, la vie de la ville, par ses propres habitants, avec ses propres structures. Voilà, ça c'est peut-être une donnée de base, mais c'est une donnée de base qu'on peut expliquer, qu'on peut assumer, mais qui est une donnée de base. On peut imaginer sous d'autres latitudes qu'on pense tout à fait à l'inverse et que finalement il y a un endroit qui doit gérer l'ensemble du territoire. On se positionne là dans une gestion décentralisée, non déconcentrée du territoire. Mais maintenant, on décentralise un certain nombre de choses, mais on se rend compte que de plus en plus, avec la gestion de l'eau, la gestion de l'électricité ou de l'énergie, on est sur des structures centralisées. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va décentraliser un certain nombre de choses et recentraliser les autres. Et on n'aura rien gagné, puisque finalement, on aura toujours une mainmise d'une centralité, et ce ne sera plus sur finalement des choix politiques ou des budgets, ce sera sur la fourniture de ressources, en tout cas d'énergie et d'eau, par exemple, pour ne prendre que ces deux exemples. Donc, il faudrait qu'on réussisse aussi à décentraliser la production pour qu'il y ait une véritable autonomie des territoires, plutôt que décentraliser la politique pour centraliser les réseaux urbains. Voilà, ça c'est le problème que pose cette centralité, décentralité, centralisation, décentralisation, déconcentration. Mais il faut avoir en tête que l'acteur, il vient aussi avec finalement son usage et on peut se retrouver dans des territoires extrêmement différents si on est sur de la centralisation, de la décentralisation ou de la déconcentration. Autre critère, propriétaire et locataire. Propriétaire et locataire, là aussi, on a d'un côté propriétaire du sol, de l'autre le locataire. Ça peut être public, ça peut être privé, souvent on parle plutôt de privé, mais ces deux groupes d'acteurs peuvent avoir une légitimité. En termes de vote, chacun, que vous soyez propriétaire ou locataire, vous avez la même voix par personne. Par contre, en termes de, je dirais, de lobbying, ou en termes de pouvoir faire pression ou non, si vous êtes un très gros propriétaire terrien, bien sûr, vous avez un levier d'action qui est beaucoup plus grand que si vous êtes un petit locataire de votre appartement, et c'est tout. Donc là, il y a un rapport de force qui s'établit avec plus je suis un gros propriétaire et plus finalement j'aurai mon mot à dire, même si j'entre pas dans l'organigramme finalement démocratique de la ville, je suis quand même présent. Il y a comme ça une série de propriétaires également de grosses sociétés immobilières ou de terrain, c'est égal, qui ont un rôle à jouer extrêmement important. Dans les acteurs aussi, on va trouver tout ce qui est des services urbains. Ça va de l'entrepreneur qui construit les routes et les buildings aux gestionnaires
de la mobilité, tous ces gens-là sont des acteurs. Ils peuvent être privés, ils peuvent être publics, comme on l'a vu, mais ils sont d'une importance capitale dans la gestion des villes. Et lorsque l'on démarre un projet, il est extrêmement important de s'interroger sur qui sont les acteurs en présence et finalement les rapports de force de ces acteurs. Et la compréhension des rapports de force entre acteurs vous permettra comme ça de faire passer vos projets ou au contraire de les bloquer totalement parce qu'on n'a pas pris en compte ce jeu des acteurs. Et ça, c'est fondamental lorsque l'on fait de l'urbanisme, c'est d'avoir une compréhension très fine du jeu des acteurs. Il y a les acteurs externes, il y a les acteurs internes. Interne, externe, c'est finalement externe à l'État. Ogni-Habitat est un acteur externe à l'État. Il fait des politiques nationales dans les pays, mais ce n'est pas l'État. Ce n'est pas un citoyen. La Banque mondiale est un acteur externe à l'État qui finance, mais qui n'est pas un acteur étatique, et encore moins un citoyen, qui n'a pas de droit de vote dans le pays où il finance des projets. Ça, c'est ce que j'appelle les acteurs externes, qui sont très nombreux, qui souvent financent de l'urbanisation. On a des grosses sociétés aussi, des gros entrepreneurs, des grosses sociétés de BTP qui sont là pour construire des parties de ville, qui sont des acteurs importants, qui vont infléchir un certain nombre de choses, sans doute, qui vont faire leur lobbying pour obtenir un certain nombre de marchés. Et ces acteurs-là, ils ont finalement leur rôle tout à fait clair dans la fabrication de la ville. Acteurs internes, les habitants, les citoyens, les autorités, tous ces gens-là. Donc, c'est un jeu. Dans les acteurs externes, on pourrait imaginer aussi que le touriste ou le congressiste est un acteur. Le touriste, quand je vais quelque part, eh bien finalement, ma seule présence infléchit, influence ou fait qu'on va modifier un certain nombre de choses dans la gestion urbaine pour soit bien m'accueillir, soit au contraire éviter que je vienne. En principe, on essaie plutôt d'accueillir les flux de personnes et donc les flux de touristes pour des raisons économiques. On pourrait se trouver dans la situation inverse. Finalement, on ne cherche pas à attirer les gens et finalement, on va plutôt faire une politique qui va repousser. Ça passe par des droits de visa extrêmement compliqués, des vaccins extrêmement nombreux à faire et toute une panoplie de choses qui font qu'on va décourager le tourisme. Au contraire, si on veut attirer les gens, on va plutôt enlever les visas ou on va les faire en ligne rapidement. On va faire en sorte qu'il y ait une fluidité dans le trajet des gens pour qu'ils se retrouvent depuis le pied de l'avion jusqu'à leur hôtel et que tout soit bien organisé pour qu'ils aient finalement une facilité de l'utilisation de la ville ou des paysages qu'ils iront voir. Et toutes ces choses-là, eh bien finalement, en tant que touriste, je suis un acteur externe de la fabrication de la ville que je visite. Voilà en quelques mots sur les différents acteurs. Alors, le mieux, c'est de faire le vide et de réfléchir à la liste de tous les acteurs et vous commencerez à voir qu'ensuite, qu'on les catégorise en privé, public, centralisé, décentralisé, finalement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt là derrière. C'est juste qu'il faut être conscient que chaque acteur a son rôle à jouer et il faut comprendre, un, les liens entre les acteurs, deux, le rôle qu'ils jouent. Et une fois qu'on a compris ces choses-là, on peut commencer à construire parce que c'est avec les acteurs. Et quand vous commencez à construire, quand je dis on peut commencer à construire, c'est qu'on est nous-mêmes un acteur de la fabrique de la ville. Et c'est important de comprendre quelle est la place de chacun. Et ça nous permet comme ça d'accéder et de développer des projets. Et c'est pour ça que certains projets, bons ou mauvais, ont du succès et d'autres, excellents, ont aucun succès. Donc la qualité intrinsèque du projet n'est pas suffisante. Il faut contrôler le jeu des acteurs et il faut pouvoir utiliser ce jeu des acteurs comme des leviers, comme des opportunités et pas comme des sources de blocage.